Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. On est de retour sur l'antenne de Sud Radio, 12h30, avec Clément Barguin qui m'accompagne pour ce 12h-13h. Clément, notre invité qui nous rejoint. Du face-à-face, le face-à-face avec Johan Barbe, qui est porte-parole de la FNSEA et également président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour Johan Barbe. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Oui. Alors, attendez, bonjour Johan Barbe. On a toujours aussi nos auditeurs au 0826 300 300 qui voulaient aussi interagir peut-être avec vous si vous en êtes d'accord, notamment un de nos agriculteurs qui s'appelle Jean-Jacques au 0826 300 300. Allez-y Clément, excusez-moi, je vous ai interrompu. Pas de souci. Johan Barbe, vous êtes là parce que la ministre de l'Agriculture a pris la parole. Elle annonce qu'elle réunira les préfets le 27 août prochain pour calibrer, je cite, un plan d'aide massif destiné aux agriculteurs durement touchés par la sécheresse cet été. Les attentes sont très nombreuses. La FNSEA, le syndicat que vous représentez, parle de plusieurs milliards d'euros. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement aujourd'hui du gouvernement ? On attend du gouvernement déjà une prise de conscience de ce qu'on est en train de vivre là, au niveau de l'agriculture sur l'ensemble du territoire. Toutes les filières de l'agriculture française sont touchées à ce stade, et on avait l'impression d'avoir une ministre ou un gouvernement qui était encore pas du tout à la hauteur. Alors certainement parce que c'est l'été et que beaucoup de personnes sont en vacances. En attendant, nous, on est sur le pont. Alors effectivement, on a été médiatiquement présent pendant les feux, mais c'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, c'est aussi de produire, pouvoir nourrir la France. Et malheureusement, à ce stade, beaucoup d'agriculteurs se posent des questions comment ils vont finir l'année, aussi bien au sein de la trésorerie financière, mais surtout pour alimenter les troupeaux. Et donc la ministre qui vient de prendre la parole fait quelques annonces, mais elle est loin de chiffrer les choses. Et nous, on a besoin de choses concrètes pour savoir si on peut acheter ou pas des fourrages pour nos animaux. Alors, je vais me tourner vers nos auditeurs, que ce soit Jacques aussi, Jacques de Mulhouse, Olivier de Agen, et puis Jean-Jacques qui est lui-même agriculteur. Qui a envie de commencer à poser une question et de participer avec nous à cet entretien ? Je pense que le problème déjà, c'est que... Olivier. Le problème déjà, c'est de mettre aux manettes des gens qui sont pas du métier. Donc c'est bien que la ministre interrompe ses vacances pour faire une réunion, mais est-ce qu'elle a déjà mis les pieds dans une exploitation ? Est-ce qu'elle sait comment ça se gère ? Est-ce qu'elle sait les contraintes qu'il peut y avoir ? J'en suis pas convaincu d'après ce que j'ai entendu sur votre antenne il y a quelques semaines, quelques mois, ce sujet. Donc le problème il est toujours là, c'est que à la tête, c'est des hauts fonctionnaires sortis dont on ne sait pas trop d'où, mais enfin en tout cas en général ils n'ont pas le parcours qu'il faudrait qu'ils aient. C'est pas des gens de terrain en fait. Johan Barbe, vous avez l'impression que la ministre de l'Agriculture n'a jamais mis les pieds dans une exploitation et qu'elle ne connaît pas votre métier, ou au contraire vous trouvez que vous arrivez à travailler plutôt raisonnablement bien avec elle ? La question c'est pas qu'elle connaisse notre métier, je pense qu'elle le connaît, elle est d'un territoire rural dans le Doubs, donc elle sait très bien comment ça se passe sur des exploitations et la problématique des agriculteurs. La vraie question, moi, que je pose à la ministre, c'est de savoir si le gouvernement est au rendez-vous avec elle pour accompagner l'agriculture, ou si elle se bat seule face à un gouvernement qui est toujours aussi autiste face à l'aide des agriculteurs. Je rappelle qu'il faut activer ce qu'on appelle l'ISN, donc c'est l'indemnisation de la solidarité nationale. C'est ce que le président Macron avait voulu réformer en arrivant à l'Élysée. Donc cette réforme est pleinement en cours. Et normalement, l'activation justement de l'ISN, ça doit être fait département par département. Donc, il est tout à fait normal qu'elle réunisse les préfets de France pour savoir s'ils ont activé l'ISN pour pouvoir indemniser à la juste valeur les agriculteurs. La vraie question aujourd'hui, c'est qu'on sait que ce fonds va être doté que de 680 millions. C'est loin des attentes des agriculteurs par rapport à l'ampleur de cette sécheresse et de ces canicules à répétition. Vous parliez d'un plan de plusieurs milliards, vous, hein ? C'est ça. De combien exactement vous l'avez budgétisé ? On l'a pas budgétisé concrètement parce que malheureusement on a des incertitudes encore dans beaucoup des productions. Si je prends l'exemple du maïs, c'est encore pas récolté, même si le maïs en silage est en cours de récolte. On parle de moins 50 à moins 60%. Le maïs grain va être récolté que dans un mois et demi. Et puis derrière, les vendanges débutent seulement. Ouais.
Le gouvernement, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, parle aussi de la création d'un prêt sécheresse. Là aussi, ça semble être encore la solution du gouvernement. Un nouveau prêt, est-ce que ce genre de dispositif, ça vous satisfait ? Une fois de plus, ça ne va pas nous satisfaire. Les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas besoin de prêts de trésorerie. Ils ont besoin d'argent frais parce qu'ils n'ont pas la capacité à rembourser. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment de prendre conscience que la crise que nous sommes en train de vivre, ça va remettre en cause rapidement et durablement la souveraineté alimentaire française. Donc, si on ne fait pas attention à comment on accompagne le monde agricole, alors dans certaines situations, des prêts de trésorerie peuvent être envisagés. Mais j'imagine que dans l'élevage, pour acheter des fourrages, alors qu'on n'a pas la trésorerie, pour acheter les fourrages que vous voulez, si on revalorise pas le produit, par exemple le prix du lait ou le prix de la viande rapidement, on ne trouvera pas l'argent nécessaire pour rembourser ces prêts de trésorerie. Donc, combien même on va déplacer le problème d'une année ou voire 2 années, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment des aides concrètes. Et derrière, on a la capacité, et le gouvernement a la capacité, à faire aussi réouvrir ces boxes de négociation commerciale pour aller rechercher de la valeur pour la redonner aux agriculteurs. Justement, on a un agriculteur parmi nos auditeurs, je ne sais pas s'il est encore là, Jean-Jacques. Oui, je suis là, oui, j'ai tout entendu. Alors, dites-nous. Donc du coup, j'ai plusieurs idées. Alors déjà, c'est très important d'arriver à trouver un moyen de soutien rapide pour les éleveurs, pour l'ensemble de la production, parce que aujourd'hui, plein de cultures sont cramées. Et il faut que derrière, nos élus et l'administration et compagnie valident la loi du plomb immédiatement pour que dès que l'automne arrive, on puisse faire des réserves d'eau. Parce que on voit que la meilleure des sécurités, c'est la réserve d'eau. Vous avez de l'eau, vous arrosez des prairies, vous arrosez des métailles, vous arrosez plein de choses, et que ce soit aussi bien un peu de maïs, parce que on parle du maïs, mais en France c'est pas la culture principale qui est arrosée, c'est les fruits et légumes, c'est plein de prairies dans certains coins. Si vous prenez la vallée, la Croix, c'est de la prairie qui est arrosée. Donc il faut arrêter de focaliser sur une production. Et derrière tout ça, pour l'aspect financier, comme j'expliquais quand je vous ai eu dès le départ, il faut taper dans les fonds de la PAC. Et donc aujourd'hui, sur 10 milliards, soi-disant, qui reviennent aux agriculteurs, il n'y en a que 4,5 milliards. Oui, mais ça, tout le reste est dévoyé dans les piliers. Ça, c'est plutôt différents. structurel, ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, ce que nous explique Johan Bard, et vous m'interrompez si je dis faux, monsieur, mais de la FNSEA, là, ce que vous voulez, c'est un déclenchement de cette fameuse ISN par département pour pouvoir venir en aide urgemment aux agriculteurs qui souffrent. D'ailleurs, Jean-Jacques, vous êtes agriculteur dans quel domaine, vous ? Alors, moi, je suis producteur à la fois de volailles, de céréales, de semences de maïs, et je préfère vous dire que le secteur de la semence de maïs a été énormément impacté. Les établissements ne savent pas comment ils arriveront à nous soutenir. Il y a quelques années encore, en 2022, ils ont tapé dans leurs fonds propres pour arriver à faire passer le cap de la difficulté de la production. Or, aujourd'hui, les fonds propres, ils les ont plus. Et si les agriculteurs, les producteurs de semences eux-mêmes n'ont pas des contrats d'assurance, eh bien les établissements ne pourront pas les remonter. Donc, ça veut dire qu'on impacte l'avenir. Vous entendez votre confrère, quelque part, qui, lui, est d'ailleurs en multi-exploitation, quand il parle de la PAC. Oui, j'entends, et effectivement, la PAC est une des solutions. La ministre a déjà demandé d'activer le fonds de crise justement de la politique agricole commune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide rapidement. Et l'ISN est une partie. Après, on peut aussi imaginer que le gouvernement, au travers des cotisations sociales qui sont celles de la MSA, qu'on puisse avoir un allègement rapide pour justement soulager les trésoreries des agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'activer des choses au niveau du gouvernement, mais pour ça il faut s'en donner les moyens. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la ministre, au-delà de juger, de savoir si elle connaît une exploitation ou si elle ne connaît pas des exploitations, il faut savoir c'est quels moyens financiers le gouvernement est prêt à lui octroyer au niveau de Bercy pour pouvoir avancer. Un autre sujet, par exemple, les départements qui voudraient aider le monde agricole aujourd'hui sont dans l'incapacité de le faire parce qu'on leur a enlevé la compétence économique. Donc, ils n'ont qu'une compétence sociale. Et malheureusement, nous, ce qu'on veut, c'est aider les agriculteurs. Et le département dans lequel je suis, dans les Vosges, je suis éleveur, ils sont prêts à nous aider. Mais pour ça, il faut que Bercy
les autorise à faire des aides économiques au monde agricole et pas des aides sociales. Donc ça, c'est des choses franco-françaises. Il n'y a pas besoin de l'Union européenne. C'est entre nous, les départements qui voudraient aider les agriculteurs peuvent le faire. Mais pour ça, il faut que Bercy donne son accord. Je voudrais remercier nos 4 auditeurs. Jacques de Mulhouse. Jacques, pardonnez-moi. Je pourrais dire un mot allez-y. Je pourrais dire un mot Oui, bien sûr. Je peux dire un mot Oui, allez-y, alors, Jacques. Je vais vous dire, Jacques de l'Aveyron. à chaque élection, Oui. il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Oui. Et après, tout le monde le respecte. Donc, moi, je demande aux Français d'aller voter massivement, qui votent comme ils voudront. Moi, je suis pas raciste. Du moment où les personnes paient des impôts et qui sont traitées comme moi, tout est normal. Il faut arrêter cet assistanat et voilà, c'est tout. Mais au moins que les gens aillent voter en masse. Pourquoi ils restent chez eux? Il a été élu à 25%. Il est là qui fait du truc comme si c'était le Messie. À un moment donné, il voulait magouiller pour rester au pouvoir. Et il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Ah oui, Les gens voter en masse, c'est le peuple. Si on était solidaires, mais personne ne payerait les impôts. Vous verriez un peu s'ils bougeraient. C'est qu'on est trop faible. Il y a eu les gilets jaunes, mais aujourd'hui ça ne peut pas se reproduire. On a peur. Ils nous musellent. Il y a eu la Covid. Ils nous ont bloqués à la maison. Qui aurait cru 10 ans avant qu'un peuple allait pouvoir être confiné comme ça? Personne ne l'aurait cru. Personne. Là, en tout cas, votre colère est bien passée, Jacques de l'Aveyron. Merci, je vous embrasse. Merci infiniment d'être venu sur l'antenne de Sud Radio témoigner au 0826 300 300. Surtout, rappelez-nous, Jacques, parce que vous parlez avec le cœur et c'est ça qui est important. Merci aussi, Jacques de Mulhouse. Je vous embrasse également. Olivier de Agen, je vous embrasse tout autant. Merci infiniment. Jean-Jacques, notre ami agriculteur, éleveur, qui fait du maïs comme des semences, comme des volailles. Merci parce que vous avez aussi... Vous nous avez permis de comprendre certaines choses, notamment sur la politique agricole commune. On va continuer, Clément Barguin, dans un instant. Et oui, Johan Barbe, restez avec nous. On continue de parler de l'agriculture et de la colère qui monte à nouveau chez les agriculteurs. C'est dans un très court instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. De Sud Radio pour nos débats de l'été, ce face-à-face avec Clément Barguin qui m'accompagne. Et notre invité, Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA, également président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Johan Barbe, on sent bien que la colère gagne de nouveau le monde agricole. Une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles, prochaines mobilisations dans les semaines à venir ? Alors la colère, effectivement, gagne le monde agricole, et c'est surtout parce que ça fait 3 années qu'on alerte qu'on a un besoin de renouveau dans l'agriculture et que tous les politiques qui se succèdent nous disent si on va vous aider, on va vous aider. D'ailleurs, en ce moment même est examinée la loi d'urgence agricole au niveau du Conseil constitutionnel, donc en espérant que les articles ne soient pas censurés, parce que nous avons vraiment besoin d'ouvrir le champ des possibles pour l'agriculture de demain. Le monde agricole, il a qu'une envie, c'est produire et pouvoir gagner sa vie de sa production. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on arrêtera de produire sur le territoire national, on perdra aussi les industries de la transformation, l'agroalimentaire, donc toutes ces industries qui transforment nos produits, c'est de l'emploi en moins. Donc quand on aide le monde agricole, finalement, c'est un peu comme dans le bâtiment. À chaque fois qu'on aide le monde de la production, on aide le monde économique globalement sur le territoire national. Mais aujourd'hui, je pense que nos agriculteurs sont révoltés parce que d'un côté, on leur en demande toujours plus. Et au moment où ils sont dans le dur, et au moment où ils tendent la main vers le gouvernement pour leur dire « écoutez, aidez-nous », on sent un gouvernement qui n'est pas forcément au rendez-vous et qui est encore pas à la hauteur des attentes de l'agriculture. L'agriculture, elle vit avec le vivant, elle vit avec la météo. Et ce qu'on est en train de subir, alors quand on est concitoyen, effectivement, la chaleur, c'est compliqué, la canicule. J'imagine que dans Paris, c'est encore plus dur que dans nos campagnes. Mais la réalité, quand vous avez un troupeau de vaches laitières qui a perdu 30% de production, et c'est toute la rentabilité de l'exploitation qui est en train de disparaître à cause d'une météo capricieuse. Donc, si le gouvernement, il ouvre pas les yeux rapidement sur la capacité à aider le monde agricole, nous allons perdre des agriculteurs et les Français et les Françaises ne mourront pas de faim parce qu'on aura l'argent pour aller la chercher ailleurs. Mais c'est pas l'agriculture que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est celle qu'on prône en France avec une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Quoi qu'on en dise, on est quand même les premiers acteurs de l'environnement. Une agriculture qui est à taille humaine, donc des exploitations plutôt familiales, des exploitations qui façonnent les territoires. Et je pense que ça, le monde rural,
il y est attaché, et même le monde citadin, j'ai envie de dire, est attaché à cette agriculture. Mais pour ce faire, il faudra une solidarité nationale, comme l'avait dit Macron, pour vraiment aider le monde agricole dans les moments les plus durs, comme cette année, après 3 voire 4 mois de période de sécheresse sans pluie, pour faire pousser nos prairies ou faire pousser tout simplement toutes les cultures qu'on voudrait implanter sur le territoire national. Et nous, consommateurs, est-ce que il va y avoir des répercussions? Ça veut dire quoi? Est-ce que certains produits risquent d'augmenter dans les prochains mois? Quand on parle de solidarité, est-ce que là aussi le consommateur n'a pas son rôle à jouer? Je pense que le consommateur aura pleinement son rôle à jouer. Je pense qu'il est prêt à le faire, à concéder quelques centimes de plus à la caisse pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Mais pour ça, il faut s'assurer que cet argent aille bien dans la poche des agriculteurs. Donc il y avait ce qu'on appelle les lois Egalim qui doivent permettre de tracer l'argent jusqu'aux producteurs. Mais malheureusement, elles ne sont pas assez bien appliquées au moment où on se parle. Et donc il nous faudra plus de rigueur dans l'application et surtout plus de contrôle de la part du gouvernement pour s'assurer que si les consommateurs mettent quelques centimes de plus à la caisse, ça aille bien dans la poche des producteurs pour les aider à passer cette crise et que ça ne reste pas chez les industriels transformateurs qui nous disent avoir des charges qui ont augmenté à cause de la crise du Moyen-Orient. Mais on a exactement le même phénomène sur nos exploitations. Je veux dire, j'ai pas parlé de l'accès aux engrais, l'accès aux moyens de production qui est de plus en plus compliqué. Sans parler de prix, aujourd'hui, on a quasiment des produits qui n'arrivent plus sur nos exploitations. Donc, on est face à une agriculture qui doit se réinventer. Le monde agricole a toujours su se réinventer et on est prêt à relever le défi. Mais pour ça, il nous faudra un vrai plan d'accompagnement. Et comme malheureusement, ça fait une quinzaine d'années qu'on tire sur la corde du monde agricole, la ressource économique dans les exploitations n'est plus là pour pouvoir s'adapter. Donc l'argent qu'on a fait comme économie pour soi-disant une alimentation pas chère, il va falloir le trouver et le réinjecter dans les 2 à 3 années qui sont devant nous pour adapter nos bâtiments d'élevage. Je pense à mes collègues qui font de la volaille, qui ont besoin d'isoler mieux leurs bâtiments pour comme justement avoir moins de pertes, parce qu'on l'avait vu pendant la première période de canicule, des volailles qui sont mortes à cause de la chaleur dans les bâtiments. Donc il faut isoler ces bâtiments. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir isoler mon bâtiment de vaches laitières l'année dernière, et parce que j'ai transformé le bâtiment avec des panneaux solaires, j'ai gagné plus de 5 degrés à l'intérieur du bâtiment. C'est énorme en période de canicule, mais pour ça, il faut accompagner l'ensemble du monde agricole vers ces transitions environnementales. Ça aura un coût, et il faudra que le consommateur soit au rendez-vous, mais pour ça, il nous faudra plus de traçabilité sur l'argent que le consommateur est prêt à concéder vers les producteurs. Annie Genevard en appelle à la grande distribution. Vous aussi ? Moi aussi, j'en appelle à la grande distribution et je pense que la grande distribution, j'ai eu quelques acteurs. Ouais, j'ai eu quelques acteurs de la grande distribution qui sont prêts à jouer leur rôle. Mais pour ça, il nous faut vraiment un engagement de la filière. Ça veut dire que les transformateurs transforment quels que soient les produits, assurent que l'argent qui est versé par la grande distribution, donc via le consommateur, arrive bien dans les exploitations. On ne peut pas se permettre d'imaginer qu'une partie de cet argent qui serait concédé par le consommateur puisse rester chez les transformateurs au moment où on se parle. Et là, effectivement, par rapport aux précédentes crises, finalement, on est toujours confronté aux mêmes problématiques. Il n'y a pas beaucoup d'avancées sur ces sujets-là. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, à part que là, on est sur une crise exceptionnelle par rapport au climat, et en même temps, des prix qui se sont effondrés. Alors, à la différence, c'est sûr qu'on se compare toujours avec nos collègues européens ou mondiaux. Ils arrivent à des tarifs beaucoup moins chers que nous. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix d'exploitation totalement différent. Je veux dire, quand moi, si je vous donne la taille de mon exploitation, on a 120 vaches laitières pour 3 exploitants. Donc, ça fait peu de vaches par actif. On a 220 hectares. C'est une petite exploitation. Si je me compare à mes collègues européens, je suis minuscule. Et pourtant, on a l'impression déjà d'avoir des grosses fermes en France. Donc, si on veut préserver ce modèle, on sait que ça a un coût supplémentaire, parce que forcément, quand vous mettez des robots dans une exploitation comme la mienne, j'arriverai pas à les amortir de la même façon que des exploitations à 2 ou voire 6000 vaches. Donc, effectivement, il faudra concéder quelques centimes à la caisse et comprendre qu'on ne peut pas faire toujours la concurrence avec nos collègues européens, puisque nous n'avons pas les mêmes exploitations. Au-delà des normes de production, nous n'avons pas les mêmes exploitations, donc on ne pourra pas compresser les charges de la même façon. Et je rappelle aussi que le monde agricole a la particularité de détenir ses propres exploitations. Donc à chaque fois qu'on vit une crise comme ça, là j'ai vendu des vaches laitières, on a décapitalisé du cheptel, c'est finalement une perte directe pour les exploitants, et c'est durable et durable dans le temps. Pour remplacer une vache laitière, il faut au minimum 3 ans. Donc vous imaginez que ce qu'on est en train de vivre là aura des répercussions sur les 3 prochaines années au minimum.
Donc il nous faudra vraiment, de la part de la ministre, mais je le dis de la part du gouvernement, une prise de conscience globale pour aider le monde agricole. Et si Arnaud Rousseau a précisé qu'il fallait plusieurs milliards, c'est parce qu'aujourd'hui on sait qu'il faudra plus d'1 milliard rien que pour la partie de l'élevage ruminant, pour compenser les pertes de production des prairies. Quand vous promenez en France en ce moment, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, vous voyez les prairies qui sont la couleur des céréales, c'est pas normal. Ça devrait être vert et aujourd'hui c'est jaune comme de la paille. Et ben malheureusement les animaux ne peuvent plus se nourrir seuls. Il faut amener du foin. Donc amener du foin dans les pâtures, c'est consommer déjà les stocks hivernaux. Donc on craint le pire une fois l'automne parce que les éleveurs qui ont consommé une bonne partie de leurs stocks hivernaux pendant l'été, s'ils n'ont pas la capacité à les reconstituer pour l'hiver, ils vont être obligés de vendre des animaux. Merci beaucoup, Ian Bard. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la FNSEA. Merci pour ces éclaircissements sur vos réclamations auprès de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Vous demandez un plan d'urgence de plusieurs milliards. En tout cas, vous supposez que ce sera plusieurs milliards parce que vous attendez encore de pouvoir consolider les pertes de chacun des exploitants agricoles avec ces chaleurs et ces sécheresses qui commencent à vraiment mettre toutes vos professions à rude épreuve. Pour certains même sur la paille, sans mauvais jeu de mots. Antoine Dizy, on revient sur notre fil rouge de la matinée, cet incendie dans les Landes. Exactement, un important incendie toujours en cours dans les Landes, près de Luglon, au nord-ouest de Mont-de-Marsan. Depuis hier, le feu a parcouru environ 1100 hectares de forêt. Actuellement, plus de 500 habitants ont été évacués par précaution, mais aucune nouvelle évacuation n'est prévue pour le moment. Sur place, plus de 600 pompiers sont mobilisés. À noter qu'il y a quelques minutes, la France a eu recours pour la première fois à l'hélicoptère Chinook pour lutter contre l'incendie. Cet hélicoptère australien possède une capacité de largage 2 fois supérieure au Canadair, mais la situation reste extrêmement défavorable. 36 degrés sont attendus cet après-midi. Oui. Protégez-vous, mettez-vous bien au frais, hydratez-vous. On a une pensée forcément très appuyée, très solidaire avec nos pompiers qui luttent contre cet incendie, Clément Barguin, avec cette situation de crise que connaît notre pays, à répétition d'ailleurs. Et toutes les répercussions, on en parle beaucoup sur Sud Radio, que ce soit les agriculteurs, les pompiers, le tourisme, cet été particulier qui emmène avec lui beaucoup de conséquences. Effectivement, nos pompiers qui sont en colère, que nous recevions ce matin avec un représentant, Anthony Chevaux de l'UNSA 10, syndicaliste. Hier, 9 organisations syndicales rencontrées Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, pour revendiquer des situations inacceptables de leur point de vue, moins des équipements dégradés, des besoins en financement pour pouvoir embaucher et surtout pour pouvoir préserver leur santé. Il nous disait d'ailleurs qu'ils ont des équipements qui ne sont plus adaptés et pas adaptés pour pouvoir aller sur des incendies, des feux de forêt avec une grosse exposition. Ils arrivent même pas d'ailleurs à faire reconnaître des accidents du travail, même des cas de cancérologie, alors qu'ils sont régulièrement exposés à des fumées cancérigènes. En tout cas, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine sur ce rendez-vous du midi 13h. Je veux remercier nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont appelés tout au long de ces rendez-vous. Vous continuez à le faire au 0826 300 300. 1000 merci parce que vos témoignages sont précieux. Il me reste à vous souhaiter une belle suite de journée sur Sud Radio, un bon week-end, à remercier l'ensemble de l'équipe qui travaille avec moi pour préparer ces rendez-vous, Albin Texera, Clément Barguin, Antoine Dizy, Antonin Durand et puis Louis Randazzo à la réalisation, Marie, et puis au standard, Aude qui continue d'attendre vos appels. Et moi je vous dis à lundi matin dès 10h, je suis très heureux de passer cet été avec vous. Sud Radio.